Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Entre 11h et midi, nous débattons, nous commentons l'actualité avec aujourd'hui Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour chère Valérie, bonjour à tous. Vous allez bien? Eh bien écoutez, en pleine forme. Éditorialiste, vous avez dirigé la chaîne d'info LCI, entre autres. Régis de Castelnau, vous êtes avocat, votre blog c'est Vue du droit et vous collaborez également au magazine Causeur d'Elisabeth Lévy. Bonjour. Bonjour Régis. Je ne m'entends pas. Nicolas Moreau. Si, vous m'avez entendu. Bon, oui. Bonjour. Nicolas Moreau, bonjour, membre du collectif Antigone, bonjour à vous. Bonjour. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Qu'attendez-vous d'Emmanuel Macron ce soir? Ne me dites pas sa démission, vous êtes nombreux à le dire sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ce qu'il va annoncer. Confinement, est-ce qu'il va annoncer entre autres qu'il va serrer la vis? Et puis, on va revenir sur la polémique déclenchée par Geoffroy Roux de Bézieux, entre autres à propos de l'après-coronavirus et du travail. Il va falloir travailler plus, abandonner ses RTT, plus de vacances. Qu'en pensez-vous? 0826 300, on vous attend pour réagir. On va commencer par un tour de table. Commençons avec Régis. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans l'actualité de ce coronavirus? Un coup de cœur, Valérie, c'est rare peut-être. Boris Johnson. Vous êtes malade? Non, justement, Boris Johnson et en général les Britanniques quand ils se décident d'avoir la classe, quoi. C'est-à-dire, on a eu l'intervention de la reine déjà qui était nickel, hein, et lui hier, il avait pas bonne mine, hein, notre Boris Johnson là, mais il a fait un discours qui prenait aux tripes, quoi. C'est-à-dire un discours d'homme d'État. Hein. Nous, on n'est plus tellement habitués chez nous, et donc j'ai trouvé que il s'est trompé. Il l'a reconnu d'ailleurs, hein, il l'a reconnu et il a dit que leur système de santé, qui a été très affaibli par certaines politiques, bonjour Madame Thatcher, a été le cœur battant de ce pays. Enfin, moi j'ai trouvé ça revigorant d'une certaine façon. Voilà pour Boris Johnson. Un commentaire, les uns les autres, vous l'avez vu, Boris Johnson. Et puis Nicolas Moreau. Il y a quelque chose. Pourquoi Boris Johnson est très bon, c'est de tout dire en 5 minutes. Et nous, c'est vrai que moi, je vois ça de l'Espagne. J'ai des discours de Sanchez qui durent 1h30. Il y a des discours de Macron en France qui durent 1 heure, mais de blabla, on s'endort au bout de 5 minutes. Johnson, en 5 minutes, il dit absolument tout, que ce soit pour des aspects techniques sur le confinement ou pour remercier la NHS hier dans un très beau discours, effectivement. Donc ça, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Ce serait qu'on prenne de la graine un petit peu, qu'on en prenne de la graine. Oui, mais je vais ajouter une petite chose, Nicolas. C'est que les Anglais, ils sont énervants pour ça, quoi. Hein, c'est-à-dire à chaque fois qu'il faut se mettre au bon niveau, ils y arrivent tellement plus facilement que nous. C'est pas juste. Je trouve ça très injuste, moi. Ouais, mais ça a toujours été. Ils ont fait leur révolution un siècle avant nous, même si c'est nous qui nous présentons comme le pays des droits de l'homme. Ils ont tout inventé avant nous sur à peu près tout ce qui existe. Et globalement, ils ont une fâcheuse tendance effectivement à s'adapter très vite et très bien, chose qu'on sait plus faire en France. Donc c'est vrai qu'ils sont agaçants sur ça. Peut-être qu'il faudrait qu'on mette un petit peu notre orgueil au placard un jour et qu'on prenne plutôt exemple sur eux plutôt que toujours les vanner, quoi. On aura l'occasion d'en reparler. Je pense que le président de la République a entendu le message. On va voir s'il le suit. D'un discours plus court, tout le monde le lui conseille, mais est-ce qu'il l'entendra? Oui, enfin moi, ce qui m'intéresserait, oui. Nicolas. Pardon, Sophie. Oui. Non, je dis que oui, c'est vrai, mais ce qui est extraordinaire, d'ailleurs, moi j'aime beaucoup les Anglais, ils ont vraiment du talent, c'est exact. Mais ce qui est intéressant, c'est vrai que les discours de Macron sont trop longs, mais à la limite, s'ils étaient aussi longs, avec des points concrets, parce que les discours ne nous informent pas, nous n'avons pas les éléments. On y reviendra tout à l'heure, Valérie, y compris pour les entreprises. On reste dans la même dualité, le président, le syndicat, le patron. Et c'est fini là. Il faudrait arrêter ça. Bon, je vais demander à Nicolas Moreau son coup de gueule, parce que Éric et Sophie, vous avez le même coup de gueule qui peut susciter un débat. Incroyable. Alors allons-y, Nicolas Moreau. Moi, j'ai un coup de gueule sur l'austérité. Mais alors, attention, l'austérité à la française. C'est-à-dire que je n'en peux plus d'entendre parler d'austérité là où il n'y en a pas. Et la dernière fois, c'était encore Arnaud Montebourg qui était
qui était en une de Libération pour nous dire que c'est l'austérité qui nous avait mis là où on est. Mais il n'y a pas d'austérité, idiot. On a des déficits publics tous les ans depuis 1974. Bravo. À l'époque de l'aérotrain, on avait déjà des déficits publics. On a une dette publique qui atteint 56% du PIB. On est sur le podium de l'OCDE. On a un taux de prélèvement obligatoire de 46%. On a le record des pays développés. On est le pays le plus imposé. 56%. On a 46% de prélèvements obligatoires, 56% de dette publique. On a 1000 milliards de prélèvements, on a, je crois, 1150 milliards de dépenses pour des services publics qui ne marchent pas. On a une police qui ne vient pas quand on l'appelle parce qu'elle n'a plus de voitures disponibles. On a une justice qui, dans certains départements, a besoin de 3 ans pour nous faire divorcer. L'école, on n'en parle pas, c'est une catastrophe. Le niveau des élèves est en chute libre. Et alors, parlons de l'hôpital, si vous voulez. On a des médecins qui n'ont pas de masque, pas de blouse, pas de matériel. Donc, non, il y a zéro austérité. C'est la fête aux dépenses à la noix en France. On a des JO, des éoliennes, du millefeuille administratif, des communes, des intercommunalités, etc. Mais on n'a pas d'austérité. Donc avant d'accuser l'austérité ou le néolibéralisme, là, ou l'Europe ou l'Union européenne, il faudrait peut-être voir la vérité aussi triste qu'elle soit, c'est qu'en France, on dépense comme des tanches. C'est ça la vérité. Et au bout d'un moment, il va falloir arrêter d'accuser les autres ou quoi. Que les pays d'à côté, avec moins de dépenses, avec la même Europe, avec la même euro, ils font mieux. Donc, stop aux excuses bidons de la France. Stop au mensonge, il n'y a pas d'austérité, il va falloir qu'on apprenne à dépenser correctement et à gérer le pays correctement. Voilà. Et est-ce que je peux dépenser mieux, Sophie? Est-ce que je peux ajouter, parce que c'est formidable, merci d'avoir dit ça, il faut le répéter tous les jours. Et il faudrait ajouter que quand même si nous sommes le pays actuellement au monde le plus généreux économiquement. C'est-à-dire que, et on va voir ce qu'on en reparlera après, mais les salariés, le chômage partiel, les aides, on est le pays au monde le plus généreux. Alors ça suffit de se plaindre sur ce plan-là. En revanche, effectivement, ce qui ne fonctionne pas, c'est tout ce qu'il y a derrière. Alors, votre coup de gueule, Sophie, et Eric renchérira derrière, on vous écoute. Eh ben, d'ailleurs, mon coup de gueule, il va complètement dans la lignée de ce il va dans ce sens-là, ouais. Il va dans ce sens-là. C'est-à-dire que comment ose-t-on avoir la Poste en grève en ce moment? Comment ose-t-on avoir du courrier 2 jours par semaine? Maintenant, d'ailleurs, je ne sais plus qu'une fois. Il n'y a pas que la grève, hein. Il y a une adaptation. Non, pas la grève. La réduction des tournées dans le cadre des mesures de fonctionnement. Pardon, pas la grève, excusez-moi. C'est pas la grève. C'était un lapsus, c'est l'habitude. L'habitude de la grève. C'était pas ça. C'était évidemment, pardon, c'est comment on appelle ça? C'est l'arrêt du service public. C'est en période de confinement, il y a une réduction et il y a effectivement, Éric Revel, un droit de retrait qui a été invoqué par de très nombreux salariés. Ben oui, mais si vous voulez, on est quand même devant un problème majeur, il faut se le dire. On restaure en louant tout ce que font les soignants, l'image du service public dans les hôpitaux. Et voilà un service public, la Poste, 250 000 salariés quand même, où on apprend, je crois que c'était la semaine dernière, que sur les 7700 bureaux de poste que compte notre pays, il y en a 1500, 1600 d'ouvert. Donc, si vous voulez, le service public de la Poste, passez-moi l'expression, il a bonne mine. Parce que, en réalité, ce droit de retrait de la part d'un service public aussi important que la Poste, il est problématique, pas parce qu'on va pas recevoir notre colis ou notre courrier ou notre facture, mais il est problématique parce que dans les zones rurales, la plupart des gens qui ont besoin et qui touchent leur aide ont besoin d'aller chercher des liquidités. Or, la banque postale ne fonctionne plus non plus, si vous voulez. Dans les guichets des zones rurales, les personnes les plus fragiles, qu'elles soient âgées ou socialement les plus fragiles, ne peuvent plus retirer leur argent parce qu'il n'y a plus de liquidité. Donc, messieurs les postiers, le service public dont vous vous engorgez si souvent pour nous expliquer que c'est l'honneur et la tradition française, sachez, messieurs les postiers, que ceux que vous embêtez le plus, ce sont souvent des gens extrêmement modestes et qui ont besoin de leurs 100 ou de leurs 150 euros pour vivre au quotidien. Puis quand j'entends le président de la Poste qui nous explique que d'ici la fin avril, c'est promis, c'est juré, il y aura au moins 5000 bureaux de poste qui seront ouverts sur les 7700. Mais vous savez comment il va faire? Apparemment, ils vont recruter 3000 CDD intérimaires pour pouvoir ouvrir ces 5000 postes. Donc, la vie de ces 3000 CDD ou intérimaires, elle vaut pas moins que celle des postiers qui, hélas, n'ont pas de masque ou n'ont pas de protection. Donc, le service public à la française, si vous voulez, dont on nous rengorge sans arrêt les vertus, et c'est vrai que les services hospitaliers
est là pour démontrer son efficacité, mais je pense qu'il y aura un après, et je pense qu'il faudra demander des comptes au service public postal. Parce qu'en réalité, la Poste, en agissant comme ça, droit de retrait, on peut le comprendre, mais qu'est-ce qui va se passer derrière? Toutes les messageries privées, les FedEx et autres vont se développer de manière absolument incroyable. Et puis la lettre, vous savez, qu'on n'aura jamais reçue ou qu'on recevra plus tard, on continuera à tout faire par mail. Donc, messieurs les postiers, en fait, vous êtes en train de vous tirer des balles dans les deux pieds, à gauche et à droite. Oui. Sophie, c'était votre coup de gueule aussi. Oui, c'était mon coup de gueule aussi. Ce qui est terrible, c'est que le gouvernement n'est absolument... Il n'y a pas de ministre à la tête des administrations, il faut le savoir. Ce qui gouverne notre pays actuellement, c'est des process administratifs. Et par rapport à ça, c'est tout à fait la Poste, en s'arrêtant, a également terriblement nuit. Alors bien sûr, c'est encore pire pour les gens qui ont besoin de retirer de l'argent, mais a considérablement nuit aux entreprises. C'est un scandale absolu à la presse. À la presse. Attendez, et donc, on en reviendra d'ailleurs. Qui vont être annoncés, merci. Ils vont accélérer le processus de digitalisation des contenus de la presse, les postiers. Ils peuvent être contents, ils auront de moins en moins de courriers à distribuer. Donc ils seront nécessairement impactés au niveau de l'emploi, parce qu'on aura besoin de moins de monde à la Poste. Moi, ce que j'aimerais, c'est entendre le président de la République sur ces points-là. Parce que voilà, moi j'en ai assez des considérations, et on ne peut pas m'accuser d'être une anti-macroniste primaire, loin de là. Secondaire peut-être maintenant, Sophie. Peut-être secondaire. Il est temps maintenant d'expliquer. Je demande au président de la République, qui est quand même responsable aussi des services publics, pourquoi... voilà. On marque une petite pause et on se retrouve. On peut continuer à parler de la Poste si vous le souhaitez. Ça fait réagir. Claudine nous dit plus de postes ouvertes dans les Deux-Sèvres. On y revient dans un instant. Tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on va parler de l'intervention du président de la République et puis également de cet appel du MEDEF à travailler plus après le confinement. Juste sur la Poste, on a un auditeur qui nous dit vous avez qu'à y aller vous à la Poste. C'est pas ça c'est pas la réponse, Michael qui nous dit ça. La question c'est pourquoi est-ce que le service public de la Poste est celui qui fonctionne le moins bien aujourd'hui. Alors d'autres nous disent mais qui a tué le service public? Chris nous dit la Poste n'est plus publique depuis longtemps, plus de la moitié est privatisée et les postiers ne sont pas des fonctionnaires, ce sont des CDI payés 1 200 € maximum et gérés par une technocratie déplorable et honteuse. Moi, je voudrais dire un petit mot. Je voudrais dire un petit mot, Valérie, pour défendre, pour prendre le contre-pied de ma chère Sophie. Elle a l'habitude. Donc, non, et pas de façon très très polémique. Le droit de retrait, qu'est-ce que c'est le droit de retrait? C'est un décret de juin 2005 qui dit que lorsque les conditions de sécurité ne sont plus réunies, etc. Alors avant, si vous voulez, sur la façon de critiquer le fonctionnement actuel de la Poste, ça consiste à dire, écoutez, qu'est-ce que vous attendez pour monter au front? Parce que c'est pas autre chose. Qu'est-ce que vous attendez pour aller travailler et vous exposer? Et qu'est-ce que vous attendez pour recevoir dans vos bureaux de poste? On connaît le monde qu'il y a là-dedans, de recevoir des gens qui vont être contaminants et tout. Je croyais qu'il y avait un confinement. Mais j'ajoute une chose, la première critique à faire, et je vais peut-être rejoindre Nicolas Moreau, ce qui est quand même un exploit pour moi, c'est concernant la défaillance incroyable de cet État dans la gestion de la pandémie. Où sont les masques? Vous savez que c'est autre chose. Mais attendez. Ce que vous dites pour le bureau de poste n'est pas un argument, parce que la distanciation sociale qu'on a mis en place dans les supermarchés, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de la mettre en place dans les bureaux de poste? C'est pas un argument, vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Et les médecins, ils n'ont pas le droit au retrait. Pourquoi est-ce que les médecins n'arrêteraient pas de soigner? Et les politiciens n'ont pas le droit au retrait. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrêteraient pas de contrôler? Attendez, non, c'est pas sérieux, vous savez très bien. Donc, mais attendez, c'est un peu facile ça. La défaillance, c'est pas la Poste d'abord, c'est d'abord celle de cet État. Quand on parlera du fonctionnement des ARS, par exemple, on en a viré un seul. Ils méritent tous d'être virés. C'est extraordinaire ce qui nous remonte. Je parle des directeurs. Le fonctionnement de certaines parties de cet État et la défaillance que tout le monde constate. L'aggravation de cette crise, je dis bien aggravation, pas la cause. L'aggravation, elle est due à une défaillance de fonctionnement de l'État, et c'est là-dessus qu'il faut s'interroger. Et donc, si vous voulez, la défaillance de la Poste n'est que la conséquence de cette défaillance. Vous mélangez absolument tout.
vous tournez avec la cuillère en bois dans le chaudron et puis vous espérez que ça va faire une bonne recette. Mais en fait, la défaillance de l'État, elle est palpable. Ça, vous avez tout à fait raison. Moi, ce que je veux qu'on m'explique, c'est pourquoi certains services publics, au quotidien, luttent contre ce virus. Et on en est tous ravis et on loue tous le travail des uns et des autres, des policiers, des routiers, des soignants. Et pourquoi est-ce que les postiers seraient une sorte d'exception? Expliquez-moi un peu pourquoi on ne pourrait pas mettre en place dans les bureaux de poste la distanciation sociale qu'on met en place ailleurs. Expliquez-moi. Et je voudrais juste ajouter... Les gens qui ont besoin de leur argent dans les zones rurales, on leur explique quoi? Qu'ils vont mourir de faim parce qu'ils tous en même temps. Stop. Les boulangers, un coup de chapeau aux boulangers qui maintiennent le pays, une vie dans le pays, qui sont là, qui d'ailleurs ne sont pas plus malades que les autres. La fédération de la boulangerie adhère au mouvement patronal éthique. Donc j'ai demandé, non mais c'est vrai que c'est une aberration, y compris d'ailleurs dans la définition du confinement. Oui. Mais Éric Revel a raison, et c'est la question, Régis de Castelnau, est de savoir pourquoi effectivement la Poste est le seul service qui aujourd'hui est défaillant. Encore une fois, les policiers n'ont pas de masque. La Poste avait des problèmes bien avant. Hein. La Poste c'était quand même la championne à un moment des 50 CDD, des CDD adjutables. Vous le savez très bien. Mais la police tourne pas non plus dans des conditions optimales. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Non, mais ils y vont, ils bossent. Ils y sont sur le terrain. Ils y sont parce qu'ils sont fonctionnaires aussi, c'est pas des fonctionnaires comme ça a été dit à la Poste. Les policiers, les gendarmes n'ont pas de masque, et ils travaillent pourtant. Oui. Bon, on va passer à un autre sujet. Juste, tiens, moi j'ai un coup de gueule contre une journaliste qui hier a exprimé sa colère face à un contrôle en disant c'est scandaleux, salauds de flics, ils m'ont contrôlé, ils n'avaient pas de masque. Prenez-vous-en aux journalistes, prenez-vous-en au gouvernement et pas aux policiers qui vous contrôlent et qu'il n'y a pas de masque. Voilà. Donc ça c'était ça m'a beaucoup énervé. Un mot aussi sur ce qui s'est passé à Grigny. C'est pas la majorité, mais il faut dire que les forces de l'ordre sont régulièrement visées par des tirs de mortier, des jets de projectiles. C'est ce qui s'est passé à Grigny ce week-end, dans un climat de très haute tension. Donc on en parle assez peu dans la presse, mais il faut signaler qu'il y a des endroits où c'est pas une histoire de confinement respecté ou pas, parce qu'effectivement on a vu rue Montorgueil ou dans le 7e que les gens sortaient faire leur marché dans des conditions pas toujours respectueuses des consignes. Mais en tout cas, attaquer les policiers en ce moment, c'est assez minable. C'est pareil que tout le reste en fait, ça Valérie. C'est comme tout le reste, c'est qu'au bout d'un moment, vous avez des services publics qui ne marchent pas, à commencer par les principaux services que devrait assurer un État, à savoir la justice, qui patauge complètement, et qui est obligé d'être laxiste par manque de prison, par manque de jugement, par manque d'effectifs, etc., par manque de moyens. Et vous avez une police qui est dépassée parce qu'elle est obligée d'arrêter 15 fois les mêmes avant que les mecs soient jugés. Donc forcément, il y a un sentiment d'impunité qui se développe et il y a des zones de non-droit qui se développent. Mais ça, c'est comme tout le reste. On dépense n'importe comment, donc on a des services publics qui ne marchent pas. Les zones de non-droit, il y en a moins qu'on aurait cru, et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Mais en revanche, on commence à en parler un peu. Je constate que la capitale de la France impose finalement de faire accompagner les soignantes qui reviennent du front pour rentrer chez elles par la police. C'est-à-dire que vous avez des quartiers entiers qui sont livrés, où vous avez des drogués, qui des migrants là, etc. Cette ville est devenue en partie un cloaque, et un cloaque d'insécurité. Moi, j'y suis pas à Paris, j'ai beaucoup d'infos qui me reviennent, selon lesquelles, je veux dire, on paye lourdement un laxisme, certains comportements, etc., qui font que, je dirais que le problème, il est dans certaines cités, vous avez tout à fait raison, et qui c'est spectaculaire parce qu'à chaque fois on a des vidéos, mais quand vous regardez le journal le soir, vous apercevez des malheureuses aides-soignantes et infirmières qui doivent se faire accompagner par la police. Mais c'est incroyable. Où est-on, quoi ? Oui, l'État d'ailleurs. Ce que j'entends, Régis, qui nous explique qu'il y a moins de zones de non-droit qu'on l'imaginait. Mais pardon, de quel droit dans la République qui est la nôtre devrait-on avoir même une seule zone de non-droit ? Mais je suis d'accord avec ça, je suis d'accord. Qu'elle soit dans le 7e arrondissement ou qu'elle soit dans le 93. Aucune zone de non-droit. Parce que sinon, vous en laissez une, vous en laissez 10, vous en laissez 15. Donc c'est absolument pas possible. Et cette maladie révèle également la faillite de l'État de ce point de vue. Éric, je suis... Mais
on ne peut plus d'accord. Je suis le premier à dire que c'est une situation tout à fait inadmissible. Je ne vous cache pas que je craignais le pire, y compris ce qu'avait donné, paraît-il, d'après le Canard enchaîné, l'idée à M. Nunez de dire à ses forces de l'ordre, n'allez pas faire respecter le confinement dans ces cités parce que sinon ça va mettre le feu aux poudres. On en est là quand même. M. Nunez commettant à cette occasion, par la violation d'une règle particulière de sécurité, une infraction pénale, dont il devra probablement répondre d'ailleurs. Donc, si vous voulez, je suis entièrement d'accord avec vous. Pas un seul quartier n'aurait dû être... il aurait dû y avoir ce qu'on y voit. Non, mais je disais ne pas oublier Paris. Parce que ce qui s'y passe est grave. Allez, on va... Mais là-dessus... Nicolas Non, je disais que là-dessus, comme sur le reste, sur la police, comme sur plein d'autres administrations, le problème a été évoqué tout à l'heure par Sophie de Menton. Le problème, c'est qu'il y a une suradministration. Et vas-y que la deuxième sous-direction du ministère doit envoyer un mail au préfet, puis au DGS de la région, et puis à la sous-préfecture. Il faut mettre l'intercommunalité dans la boucle. Mais attention, on ne peut pas décider parce que les ARS sont pas décidés, puis le préfet n'est pas d'accord, et puis machin est absent, et puis le PC de machin il marche pas, donc il ne reçoit pas les mails. Au bout d'un moment, tout ça est totalement sclérosé. Il n'y a aucune décision qui est prise parce qu'il y a beaucoup trop d'États et beaucoup trop d'administration et beaucoup trop de millefeuilles administratifs et du coup on ne prend pas de décision. Et c'est pareil pour la police, on voit souvent la préfecture qui se bat avec le ministère et c'est pareil pour les médecins et c'est pareil pour l'hôpital et c'est pareil à peu près à tous les niveaux maintenant. Il y a beaucoup trop d'administration, ce qui fait qu'on a un État qui est totalement inefficace. C'est la bureaucratie qui a pris le dessus, elle a mal pris le dessus. Mais je pense que ça, et si vous avez lu l'article de Mediapart à propos des masques, c'est ce qui va, comme disait Jérôme Marty, quand ce sera l'heure de faire les comptes, on va se rendre compte qu'il y a eu énormément de blocages, et Sophie de Menton est bien placée pour le savoir, beaucoup de blocages administratifs qui font que les choses ne se sont pas passées comme elles auraient pu se passer. De nombreux chefs d'entreprise ont envoyé des mails, ont proposé leurs services pour acheter des masques, et on ne leur a jamais répondu. Donc là aussi, c'est dans la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure. Allez, on va marquer une petite pause. On se retrouve dans un instant et on va parler donc d'Emmanuel Macron ce soir. Un discours de vérité, point d'interrogation. Je vous pose la question. 0826 300 300, à tout de suite. Alors, le président de la République doit s'exprimer ce soir à 20h02 pour permettre aux Français d'applaudir les soignants à 20h comme tous les jours. Il va donc s'exprimer sur la situation sanitaire. Tout le monde le conjure de faire un discours court. Que peut-il dire ce soir? Alors, un discours dont des éléments ont déjà fuité. Là aussi, on s'étonne sur la com de l'Élysée. Qui veut commencer? Moi, je veux bien. Sophie. Ah ben tout le monde. Alors, allons-y avec Sophie. Qui a pas beaucoup parlé. Sophie. Oui, alors, ça relie, ce que je veux dire est relié à ce dont on va parler, j'espère, c'est-à-dire le travail d'entreprise. Travailler plus, travailler plus. Je pense que le président de la République doit être extrêmement précis sur le confinement. Moi-même, je n'ai pas du tout confiance dans ce qu'il va nous donner comme délai, parce qu'il n'est pas capable de le donner. C'est ça qui est très grave. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont enfermés à 5, 6 dans 50, 60 mètres carrés, 70 mètres carrés, c'est terrible. Il ne peut pas le donner. Pourquoi ? Parce que, en fait, ça dépend de l'arrivée de masques et au mouvement éthique, on est en train de s'en occuper, de l'arrivée de masques et surtout de l'arrivée de tests. La vraie problématique, c'est ça. Comment remettre les gens au travail si on n'est pas capable de les tester? Et actuellement, on a pris tellement de retard. Il y a tellement de strates administratives qu'on n'y arrive pas. Donc là, je suis sceptique, je ne peux rien attendre de lui. Qu'il me dise le 1er mai, le 15 mai, le 1er juin, c'est terrible. Alors, je pense que c'est lié donc effectivement au déconfinement. Il y a à la fois la question du déconfinement et la question de la reprise du travail. Ouais, le déconfinement, on pourrait déjà commencer parce que je pense que l'absurdité à Paris, vous parlez de Paris tout à l'heure, l'absurdité d'interdire aux gens de courir après 9 heures. Pourquoi on risque plus en courant de 9 à 10 que de 8 à 9 ? Il y a des absurdités totales. Il y a des drones qui surveillent les malheureux mecs qui courent sur la plage. Et puis du coup, tout le monde sort à 19h. Tout le monde sort à 19h. Les rues sont pleines de joggers. Je veux dire, la bêtise, l'absence de bon sens. Oui, mais là, vous faites le bilan. Qu'est-ce que vous voulez que le président de la République... il en parle. Il dit voilà, il a envie qu'il le dise. Il s'est gouré. De quoi? Il s'est trompé. Qui s'est gouré? Non, oui, qui nous disent, écoutez, voilà, le déconfinement, je ne peux pas vous donner la date, voilà pourquoi, on est en retard. Qu'ils disent la vérité.
Et qui reconnaissent qu'on s'est trompé sur les masques, qu'il y a eu des erreurs. Oui. Attendez, vous enfin, s'il faut qu'il fasse un discours sur toutes ces erreurs, ça va être un sacré long discours. Parce que je voyais juste ce matin Didier Guillaume qui d'un seul coup appelle les maires et les préfets à favoriser la réouverture des marchés alimentaires. Pourquoi Mais bien sûr qu'il a raison, je vous parle pas du fond, je vous parle de la forme. C'est-à-dire qu'il y a 15 jours, on nous a dit on ferme tous les marchés sans aucune restriction avec quelques dérogations ici ou là. Moi, je vois chez moi, il y avait un marché qui fonctionnait très bien, qui était extrêmement bien réglementé. On a tout fermé d'un seul coup. Et là, on nous dit finalement, on peut les rouvrir. Mais qu'est-ce qu'on y comprend? Bon, revenons à nos moutons et au président de la République, Éric. Il faut qu'il explique tout ça. Qu'il dise, écoutez, voilà, il y a des dysfonctionnements. Il y a eu des contradictions. N'oubliez pas, je veux dire, il a qu'à le dire lui-même aussi. On en sortira d'abord grâce aux entreprises et aux salariés. Parce que l'entreprise, ce n'est pas un patron. C'est une entité. On est dans le même bateau. Il y a pas on va y revenir à ça. On va y revenir. Qu'ils disent la vérité et que, en particulier sur le déconfinement, il fasse confiance. Il n'a aucune confiance. Il fasse confiance. Dans certaines régions, il faut déconfiner peu à peu. Il faut rouvrir. Pourquoi est-ce que les boulangeries sont ouvertes et pas les librairies? Bon. Je vais vous dire que les librairies, les libraires sont contre parce que une librairie, c'était un commerce dans lequel vous vous promenez, vous touchez les livres, vous les reposez. Donc là, j'ai eu l'explication des libraires eux-mêmes qui n'y sont pas favorables. Mais c'est pour ça que vous voyez, vous dites une chose. Oui, mais vous voyez, c'est extrêmement compliqué. Éric Revel. Alors, moi, sur ce que peut dire le président. Transparence, concision. Mesures concrètes. Voilà. Moi, ce que j'attends. Mais ça peut être quoi, les mesures concrètes? 3 points. Les mesures concrètes, oui, c'est quoi? Qu'il faut qu'il fixe une date pour le début du déconfinement graduel. Il faut qu'il fixe une date. Sauf qu'il n'en sait rien. Psychologiquement, c'est extrêmement compliqué pour les gens à vivre cet emballement et ce confinement sans fin, si j'ose l'assonance. Bon, ça c'est une première chose. Deuxième chose, moi j'aimerais, si vous voulez, que les présidents de région, de département, en France, jouent pleinement leur rôle. On a vu leur réactivité sur la question des masques. Je pense que le président de la République doit les associer pleinement à ces décisions futures de déconfinement. Parce que personne ne connaît mieux la réalité du terrain qu'un maire, qu'un président de département ou qu'un président de région. Personne ne connaît mieux que le maire d'une grande ville, qui est souvent le patron du CHU local, l'état des services du CHU en question. Donc je pense que le président doit absolument mettre dans la boucle maintenant tous les strates dont on a parlé tout à l'heure. Mais il faut qu'il y ait des mesures concrètes. Il faut qu'il y ait des mesures concrètes. Vous savez, finalement, souvenez-vous ce qu'a dit Jean-Yves Le Drian, qui était passé un peu inaperçu, mais qui finalement a beaucoup de sens aujourd'hui. Le ministre des Affaires étrangères avait expliqué qu'on n'aurait pas l'intégralité des 2 milliards de masques qu'on a soi-disant commandés à la Chine avant la fin juin. C'est ce qu'il avait dit. Retrouvez la déclaration. Bien. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas suffisamment de masques dans des régions extrêmement contaminées, tant qu'on n'a pas les tests, comme disait Sophie, c'est très difficile de parler de déconfinement. Mais s'il ne donne pas de mesures concrètes, il donnera toujours l'impression qu'il passe un concours d'éloquence, si vous voulez, à l'ENA ou à Normal Sup, et c'est pas ce qu'on demande au chef de l'État. On lui demande d'être transparent, d'être concret, d'annoncer des chiffres précis. Olivier, Nicolas. C'est pour ça qu'il a tort de parler, en fait. Moi, je parle parce que normalement, quand un président parle, c'est qu'il y a un problème, et le président vient, en tant que maman de la nation, pour annoncer des solutions. Or, qu'est-ce qui intéresse les Français en ce moment? Rien d'autre que le déconfinement. Père de la nation, c'est parce que... Je viens te border, je viens t'apporter les solutions, et surtout, je vous demande rien à vous, et je gère tout. Vous inquiétez pas, je suis l'héritier du général de Gaulle. Ce qui intéresse les Français en ce moment, c'est quoi? Le déconfinement, rien d'autre. Ils n'ont rien à secouer du reste, ni des retraites, ni de quoi que ce soit. Sauf que je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas de masque, on n'a pas de respirateur, on n'a même pas de tests. On a encore bloqué avec des blocages administratifs les tests dans les laboratoires départementaux. Ça vient à peine de se débloquer, c'est pas encore parti. Donc on n'a pas la possibilité de déconfiner. Donc il n'a rien à annoncer qui peut intéresser les Français. Il ferait mieux de se taire. Il ne faudrait pas parler du tout puisqu'il ne peut pas. Alors attendez, Sophie, laissez passer parler Régis. Régis de Castelnau.
on va reprendre la phrase de De Gaulle à propos du président Lebrun en 1940, encore chef de l'État, encore eût-il fallu qu'il soit un chef et qu'il y ait un État. Depuis le début de l'émission, on entend, et à juste titre, critiquer la suradministration de ce pays et de cet État qui fonctionne très mal, parce que ces carences de fournitures, etc., elles sont une des raisons, c'est le fonctionnement de cet État. Deuxièmement, moi j'attends rien ce soir. Pourquoi? Parce qu'on a une équipe qui est arrivée un peu par effraction en 2017, qu'on ne connaissait pas, et qui aujourd'hui fonctionne avec 2 têtes de l'exécutif entourées de gens qui veulent, tous ces groupes qui veulent faire tourner la boutique. Éric, quand vous parlez de s'appuyer sur les grandes collectivités, mais bien sûr, parce qu'il y a également les patrons des métropoles, c'est pas rien, hein, mais il n'a aucune espèce de culture de ce type, hein. Je pense qu'on a un vrai problème de direction de l'État. C'est même pire que ça, c'est le contraire qui s'est passé. Parce que quand vous regardez comment l'État centralisateur jacobin sous Emmanuel Macron a retiré des ressources financières à ces collectivités locales, aujourd'hui, elles sont bien bonnes, ces collectivités locales, de jouer le jeu de l'État défaillant. Elles sont bien bonnes parce qu'elles protègent leurs administrés. Mais en réalité, on a botté en touche avec les régions et les départements. Un petit peu moins de clientélisme avec leurs subventions et qui a dépensé un peu mieux leur argent, parce que peut-être qu'au niveau des collectivités aussi, il y a des choses à dire. Après, on peut reparler. Mais il y en a évidemment. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire au niveau des collectivités aussi. Et pour l'instant, il y a un patron qui nous... Pas tous en même temps. Je poursuis. Il y a un patron qui nous dit qu'il est Clémenceau. Il y a un patron qui nous dit qu'il est dans les tranchées. Il y a un patron qui passe son temps à se mettre en scène, hein, et qui fait dire à Legendre que ça va être churchillien et tout. C'est ridicule. Au bout d'un moment, c'est ridicule. Un petit mot, s'il vous plaît. Je voudrais juste dire qu'on a trop d'État et qu'on a trop d'État et pas au bon endroit. L'État régalien, c'est ce qui nous manque, alors que nous mettons l'État partout. Et là où vous avez raison, c'est que le président va encore jouer effectivement le chef de guerre d'un État qui dysfonctionne, alors que c'est exactement le contraire. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'on a été élevé à ça et que les Français demandent l'État partout. Les Français veulent des décrets, des lois. Ils attendent tout de l'État. Donc on est quand même pas forcément, Sophie. Pas forcément. Il y a eu les gilets jaunes, effectivement, et il y a eu des... Ouais, absolument. Je pense qu'il y a eu... J'espère que ça peut changer. Et la seule chose que le président devrait faire, il doit le faire, ça. Il devrait dire, écoutez, voilà, je vais déléguer, car la situation est tellement complexe qu'elle ne peut pas être centralisée. Et il faut arrêter la... Il ne peut pas, ça va être pire que tout. À la 4e sous-direction, de la 2e ARS, de la 3e... Mais c'est pas possible, Sophie. Il faut une tête, il faut un président, il faut quelqu'un qui décide, qui prenne des décisions. Il faut faire attention à son narcissisme. Ce qu'il veut, c'est se mettre en scène, c'est tout. Le père de la nation, il avait qu'à avoir des enfants, au bout d'un moment il a épousé sa mère. Non. Par contre, il est ridicule dans un costume qui ne lui va pas. Tous en même temps. Ouais. J'espère effectivement qu'il va pas essayer un discours churchillien ou gaulliste ou quoi, parce que ça colle pas du tout avec son ton de prêtre en chair. Vous savez, cette façon de parler qu'il a, on dirait vraiment un prêtre dans une église de Lozère, ça colle pas du tout, il emmène personne avec lui. Je retiens ce que dit Nicolas Moreau, c'est-à-dire pourquoi parler effectivement ce soir on espère qu'il a des choses à annoncer, mais de ce qu'on entend des différents médecins et autres, c'est que le déconfinement, personne ne sait pour l'instant si ce plateau qu'on semble avoir atteint est le signe de quelque chose. Donc donner une date est bien hasardeux. Donc après, il y a toute la question de la psychologie. Est-ce que d'aller de 15 jours en 15 jours, ça donne de l'espoir aux Français? Là, je crois qu'il y a un Français sur 2 qui n'est pas d'accord. Il y a ceux qui disent il faut dire la vérité et dire on n'en sortira pas avant fin juin, ou encore, comme on a pu entendre la présidente de la Commission européenne dire qu'il faudra confiner les personnes âgées jusqu'à la fin de l'année. Je ne sais pas si ça donne beaucoup d'espoir. Oui, mais en plus, si vous voulez, il y a une absence. Il faudrait quand même remettre un tout petit peu les pendules à l'heure. Il y a 98% de la population qui se sort bien de cette maladie. C'est pas du tout pour minimiser les risques, mais je veux dire, il faut quand même remettre ça en jeu. Ceux qui sont en cause, il n'y a pratiquement pas de moins de 45 ans. Alors, c'est confiner cela. Mais il y en a, oui, ok, mais très peu, mais tellement peu. Et donc, on a oublié complètement, on a dramatisé une situation qui est dramatique, c'est vrai, mais on a complètement oublié qu'on pourrait procéder totalement autrement pour le déconfinement.
Mais Valérie, oui, moi je pense que la gestion globale de cette pandémie de 2020 en France, en Europe et dans le monde en dit beaucoup sur l'évolution du risque que l'on tolère dans nos sociétés. Parce que moi je regardais et j'écoutais des spécialistes qui nous rappelaient qu'en 1969, bon j'étais un peu plus jeune mais personne, je n'ai aucun souvenir de ça, il y avait la grippe de Hong Kong qui avait fait 1 million de morts dans le monde, 35 ou 40 000 morts en France. À cette époque, le risque était beaucoup plus toléré. Alors je ne dis pas bien sûr qu'il faut sauver chaque vie qu'on peut sauver, c'est pas le sujet. Mais aujourd'hui, on est devant une épidémie, une pandémie mondiale qu'on connaît mal, c'est vrai, avec un taux de propagation qui est extrêmement fort, mais qui en France a fait 14 000 morts aujourd'hui et 150 000 dans le monde. Cette grippe en 69, on a fait 1 million. Pourquoi est-ce que les gouvernements du monde entier d'ailleurs, d'ailleurs avec la rapidité des réseaux sociaux et la panique qu'ils engendrent, ces réseaux sociaux, pourquoi est-ce que les gouvernements du monde entier placés dans le même genre de cas de figure, une grippe terrible qui fait des morts, pourquoi est-ce qu'en 69 on n'a pas fait grand-chose et qu'aujourd'hui on a absolument tout bloqué en disant d'ailleurs que la crise sociale serait peut-être pire que la crise sanitaire elle-même. Qu'est-ce qui fait que le risque qui a tellement changé dans nos têtes fait qu'aujourd'hui cette pandémie devient le nouveau choléra ou la nouvelle peste? Pour deux raisons. D'abord parce qu'on a l'expérience de la grippe de 69, déjà, et qu'on a l'expérience aussi du SRAS, du MERS et d'autres maladies comme ça. Et ensuite parce que, comme vous l'avez dit, on ne connaît pas ce coronavirus. Et à l'heure actuelle, tout ce qu'on sait, c'est qu'il est beaucoup plus contagieux que la grippe, qu'il est mortel dans beaucoup de cas, que, étant donné qu'il est très contagieux, même s'il fait un pourcentage de morts assez faible, ça dépasse nos capacités hospitalières. Et ensuite, on ne sait pas où ça peut s'arrêter, en fait, le problème. Le problème, c'est que peut-être qu'on peut retomber malade, peut-être que... Donc, vu qu'on ne sait pas, on prend des... parce que vous pensez qu'en 69, on savait qu'on ne pouvait pas retomber malade quand on avait été contaminé par la grippe de Hong Kong. Il n'y avait pas le principe de précaution. Je ne sais pas. Ah, voilà, le principe de précaution. Voilà, le principe de précaution qui est inscrit dans la Constitution française. Maintenant, c'est incroyable, c'est incroyable. Mais Eric, s'il n'y avait pas eu de confinement un peu partout, il y aurait peut-être eu beaucoup plus de morts, absolument. Oui. Bon, on va marquer une petite pause et je voudrais qu'on parle quand même effectivement de ce retour au travail et de cette phrase de Geoffroy Roux de Bézieux qui appelle à beaucoup de sacrifices pour les salariés. Évidemment, ce n'est pas passé inaperçu. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff. On va évidemment revenir sur les propos de Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, qui ne font que confirmer ceux de la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher, qui avait tenu des propos similaires, à savoir il faudra probablement travailler plus que nous ne l'avons fait avant. Mais juste avant, on a un auditeur, Jean, qui voulait réagir à notre débat précédent. Bonjour Jean. Bonjour. Jean ? Oui. On vous écoute. Ah, d'accord. Bonjour Valérie. D'abord, merci pour vos émissions et surtout merci à tous ceux qui sont derrière vous, au standard, à la technique et ailleurs. Et oui, voilà, on les salue, nos techniciens qui font un réel exploit parce qu'on est en direct sur Sud Radio de 5h à 22h30. Et je vous écoute de temps en temps, je vous écoute dès que je peux, oui, je vous écoute. Bon, ok. Donc vous vouliez nous dire quoi sur Emmanuel Macron, c'est ça? C'est sur lui que vous vouliez réagir? Alors, sur Emmanuel Macron, ce que moi je veux dire, c'est que je n'ai pas une grande confiance en lui, parce que déjà, je pense qu'il a eu un très mauvais formateur entre 2012 et 2017, puisque c'était son prédécesseur, donc voilà. Parce que moi, vous savez, à cette époque-là, entre 2014 et 2017, je lui ai écrit 3 fois, il ne m'a jamais répondu. Donc déjà, quand on n'a pas le courage de répondre à un courrier gentil, parce que je ne l'agressais pas, bon, ça veut dire que on s'en fout et voilà. Et aujourd'hui, on a le résultat de ça. Ce monsieur, ou il ne sait pas où il est, ou il a eu une mauvaise formation. Voilà. Pour moi, c'est la conclusion. Et ce qu'il va dire ce soir, je pense que ça ne va pas porter grand-chose aux gens, malheureusement, parce que la France est un pays fort et la France a toujours été forte. Vous savez, quand il a fallu se redresser, on a su le faire. Nos aïeuls. Mon père a été prisonnier 4 ans et demi en 40.
Vous savez, il parlait jamais de ça. Bon, on pourrait en parler pendant 8 jours, vous savez, dire plein de choses. Donc vous n'en attendez rien et vous ne lui faites pas confiance. Ben non, pas du tout, parce que comme je vous dis, s'il avait été correct, il m'aurait répondu. Surtout que je lui envoyais pas une lettre pour l'engueuler, je lui envoyais une lettre de je ne sais pas si on peut juger. Alors vous n'allez pas l'écouter ce soir Donc vous n'allez pas l'écouter ce soir Ah non, je ne l'écouterai pas tout le temps, non. Je vais l'écouter un peu, mais comme il me donne, comme il me fatigue plus qu'autre chose, je ne vais pas l'écouter, là. Alors, faut espérer qu'il fasse court. On évoquait la confiance dans le gouvernement, qui est une baisse de 6 points, hein, selon un sondage IFOP pour le JDD. 38% des sondés font confiance au gouvernement. Alors revenons sur l'idée de travailler plus. On n'aura pas le choix. Oui, allez-y. Comment vous réagissez? Est-ce que c'était le moment de dire ça? Oui, c'était plus le moment. C'était exactement. Mais non. Pas tous en même temps. Pas tous en même temps. Nicolas Moreau a commencé à parler. Nicolas. Ouais. Tout ce qui intéresse les gens en ce moment, c'est le déconfinement. Donc non, c'est pas du tout le moment de parler d'autre chose. Même de travail, même de réforme des retraites, même de je sais pas quoi, même de monde d'après. Mais de toute façon, la vérité, elle est simple. Hein. Vu les mesures qui sont annoncées par la BCE et par l'Union européenne, alors 750 milliards d'un côté de l'autre, il faudra casquer puisqu'il va y avoir de la dette. Donc d'une manière ou d'une autre, il faudra payer. Alors soit on va payer par l'inflation, c'est ce qu'on a toujours fait, on va perdre notre pouvoir d'achat petit à petit, puis un jour on va se réveiller, on n'aura plus de quoi faire le plein d'essence, ça c'est ce qu'on a fait depuis 30 ans, c'est invisible. Soit il n'y aura pas d'inflation malgré la planche à billets, ça c'est ce qu'ils font au Japon, et puis on devra payer par une hausse des taxes. Mais dans les deux cas on devra payer. Alors comment est-ce qu'on peut regagner du pouvoir d'achat? Faudra travailler plus. Donc voilà, à la fin du chemin, il faudra travailler plus. Sauf que les boîtes sont en train de couler massivement, donc il n'y aura pas de travail. Donc c'est pas la peine d'annoncer qu'il faudra travailler plus, alors qu'on sait qu'il n'y aura pas de boulot. Alors, je voudrais vous dire pourquoi c'est le moment. Je comprends tout à fait le raisonnement que vous avez est bon, sauf que quand on parle de déconfinement, c'est en même temps parler de la reprise du travail. Il y a déjà un élément qui est important et qu'on n'ose pas dire, et c'est difficile à faire passer au sein d'éthique, on essaie de le faire passer. Il faudrait que les gens qui sont confinés, y compris en télétravail, prennent une semaine de congés payés par mois de confinement. C'est une façon de limiter un peu le temps de vacances, entre guillemets, qu'il y aura après. Parce que comment voulez-vous expliquer à des gens, supposons qu'on rentre le 1er juin, ils vont poser leur congé? Non mais au rêve. Ils vont dire, je les comprends, et il n'y a pas une seconde, on les comprend tous. Mais est-ce que vous imaginez que dans l'entreprise, le 10 juin, mettons que tout est plus ou moins repris, on pose ses congés avec 4 semaines de congés payés? Je veux dire qu'il faut préparer les gens à ça. Il faut préparer que les boîtes se redressent. Mais attendez, moi les Français sont pas en vacances. Valérie, ils doivent faire l'école à la maison, plus le travail à la maison, ils sont beaucoup plus fatigués que quand ils vont travailler normalement. Il faut être plus optimiste que ça. Valérie, quand j'entends Sophie dire il faut préparer les gens, il ne faut pas les prendre pour des imbéciles, ils savent très bien qu'il va falloir payer, ils le savent qu'ils vont devoir bosser, etc. D'ailleurs, ils attendent le déconfinement, pas seulement. Moi, j'ai vu des gens qui retournent au boulot qui étaient contents de retourner au boulot. Donc le problème c'est le moment. Il y a deux questions. C'est le moment. On est effectivement en prison parce que le confinement, c'est, si vous voulez, c'est l'avocat qui vous parle là. Moi, je veux dire, la prison, j'y ai été souvent, pas pour moi, mais pour les clients. La prison, c'est un enfermement. Là, les Français sont en prison. Donc, il y a l'anxiété, il y a les problèmes que ça pose, et puis il y a l'angoisse du lendemain. Donc, c'est pas le moment de venir leur dire. Ça, c'est ma première question. C'est pas le moment de venir leur dire. Maintenant que vous en avez pris plein la tête, vous allez devoir. La deuxième. Le moment, c'est quand ça repart. La deuxième, c'est qui leur dit Madame Pannier-Schumacher qui nous avait dit, au moment où la bourse s'est effondrée, nous avait dit c'est le moment de spéculer. Ces gens n'ont aucune légitimité pour venir parler aujourd'hui. C'est ça le problème. On a une crise de légitimité pour l'après. Non, mais elle a été courageuse parce que c'est vrai que c'est le sale rôle. Alors, que ce soit pour Geoffroy Roux de Bézieux ou pour la ministre, c'est le sale rôle de dire aux gens, écoutez, oui, il va falloir éventuellement limiter vos congés cet été. Donc, ils ont été un peu courageux de le dire. Je pense qu'il n'y aura pas de bon moment. Ça leur coûte pas cher, hein. Alors, Éric Revel.
Éric. Bon, moi je pense que le timing utilisé par le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, est mauvais. La personne qui porte cette idée, qui me semble pourtant incontournable, c'est-à-dire qu'il faudra sans doute travailler plus, eh ben, c'est pas la bonne personne, parce que dans l'inconscient et dans le conscient collectif, le président du MEDEF, il représente le patronat, si vous voulez. Donc c'est pas au patron des patrons, même s'il représente ni le CAC 40 ni les PME, c'est pas à lui, à mon avis, de pousser cet argument, et le timing n'était pas bon. Maintenant, je vais vous dire une chose, sans aucune provocation, moi je vais être extrêmement optimiste. Je vais être extrêmement optimiste. Éric. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je prends au pied de la lettre les déclarations de Bruno Le Maire, qui nous a expliqué il y a quelques jours que la récession dans laquelle l'économie française allait basculer était celle qu'on avait connue en 1945, c'est-à-dire au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, chiche. Parce que si c'est le cas, avec le nombre de plans Marshall qui sont mis en ce moment sur la table, qui de l'Europe, qui de la France, qui de l'Allemagne, c'est des milliards, des milliers de milliards d'euros. Eh bien, si on est dans une récession comme celle de 45, alors prions pour que derrière nous ayons en 2020 comme en 45, 30 années glorieuses, 20 années glorieuses. Parce que si c'est le cas, si avec ces plans Marshall massifs, inflation ou pas, on arrive à faire redémarrer brutalement en 2021 ou en 2022 nos économies et qu'on signe pour 10 ou 15 années de croissance à presque 2 chiffres, pourquoi pas rêvons, dans nos pays, eh bien, ce ne sera pas si dramatique que ça. Voilà. Ça, Éric, c'est impensable pour deux raisons. C'est impensable pour deux raisons. D'abord parce que c'est impensable pour deux raisons. D'abord, comme je l'ai expliqué, parce que la planche à billets sans douleur, ça n'existe pas de toute l'histoire économique. Oui, mais il y aura de l'inflation partout. Et dans tous les pays, ça n'existe pas. Mon cher Nicolas. Ah oui, l'inflation, c'est de la dette de pouvoir d'achat. Donc merci les 30 glorieuses si j'ai plus de quoi faire mon plein d'essence. Et le deuxième aspect, c'est qu'en 45, quand on faisait des plans Marshall, déjà il s'agissait de lutter contre le communisme, c'était pas fait pour l'économie, mais mettons, en 45, quand on faisait des plans Marshall, les investissements allaient dans des investissements à long terme. On construisait des infrastructures, on construisait des aéroports, on construisait des choses qui servaient à long terme. Depuis des années et des décennies en France, on s'endette pour payer le quotidien, pour payer le salaire des fonctionnaires, pour payer les dépenses. Donc ce ne sont pas des dépenses d'investissement. Non, mais ça va continuer comme ça. Eh ben, on verra. En France, on a réussi à se réformer pour baisser le nombre de fonctionnaires. Moi, j'adore Francis Bacon, je suis un optimiste désespéré. Mais c'est sûr que si je compte sur Bruno Le Maire pour redresser le pays, je vais être pessimiste un moment, parce qu'il est pas bon, ce garçon. Il fait même regretter Montebourg, tellement il est mauvais. Oui, mais au-delà des effets de manche, Nicolas, il faut quand même faire confiance aux gens qui sont honnêtes, parce que sinon, il faut décréter l'anarchie, la révolution. Bah oui, mais où est la classe politique qui peut décemment redresser le pays aujourd'hui? Il n'y en a pas, ils sont mauvais. Vous avez vu comment gère la crise du coronavirus? Eh bien, vous n'avez pas. Je demande la parole. Je demande la parole, je dis que c'est le moment où il faut arrêter cette lutte qui n'existait pas d'ailleurs après-guerre, d'un pseudo-patronat qui veut exploiter les salariés. C'est le moment où c'est l'entreprise qui va redresser le pays. Il faut faire confiance aux entrepreneurs et ça c'est un message au gouvernement. Le patronat, on l'avait foutu en c'est déjà elle qui achète des masques, qui produisent du gel hydroalcoolique et qui construisent des respirateurs, l'entreprise en France. Absolument. Et c'est le même qui reconstruit Notre-Dame quand l'État n'arrive pas à le faire. Et quant au masque, il y a une très jolie, il y a une petite, un truc assez drôle qui dit que recevoir les masques fin juin, c'est comme recevoir les préservatifs après l'accouchement. Et je pense que ça illustre assez bien ce qui s'est passé dans les entreprises. Donc on va se redresser. Moi, je suis un peu optimiste aussi. Mais lâchez les boîtes, lâchez-les. Mais on entend ce message, sauf que les Français aujourd'hui, dans les réactions qu'on peut lire ici ou là, c'est de dire. On n'est pas, en gros, le gouvernement est responsable quand même du chaos dans lequel on se trouve, même si après on peut trouver l'État, oui, c'est l'État. L'administration, l'État. Donc sûr. Pourquoi ce serait à nous de payer? C'est aussi une réaction. Valérie, ils accepteront. Regardez comment tous les gens sont montés travailler, c'est payer. Non, ça c'est pas bien. Parce que... Mais les gens, ils accepteront de bosser. Regardez comment les soignants sont montés au front, tous les autres métiers, etc. Ce peuple, il a de la ressource. Moi, je suis d'accord. Et je dis à Nicolas, à propos de 1945, Maurice Thorez disait produire, je vous rappelle. Donc même les cocos, ils y étaient, ils étaient prêts. La reconstruction, moi je suis aussi optimiste par amour de ce peuple. Mais effectivement, moi il n'y aura pas d'état d'âme quand il s'agira d'y aller. Le problème c'est
qui donnera les directives et qui dirigera? Ça, c'est une vraie question. Mais souvenez-vous, les sans parler de entreprises, Maurice Thorez, souvenez-vous, puisque beaucoup de syndicats aujourd'hui montent au créneau pour dénoncer ces déclarations de remise au travail des uns et des autres. Souvenez-vous que les affiches du Parti communiste français dans les années 80, c'était produisons français. Produisons français. Donc contre la mondialisation, donc relocalisation. Aujourd'hui, les forces de gauche et les syndicats ne peuvent pas être contre ce mot d'ordre, produisons français et relocalisons nos productions. Non, ça non, mais travailler plus, sacrifier les vacances, donner des RTT, est-ce que les Français vont participer de cette manière? Mais les infirmières, elles bossent 60 heures par semaine. Oui, moi j'ai pas pour les postiers, ils ont déjà répondu, les postiers. Oui, mais c'est bien parce que c'est pas tous les Français. Non, mais c'est pas tous les Français. La règle ne doit pas être la même pour tous les Français. Il y a des TPE, des PME. Il n'est pas question et qui s'adapteront à ce que veulent leurs salariés. Il y en a qui veulent bosser plus. Le problème français, mais à condition, Sophie, qu'elles aient survécu, les PME et les TPE, c'est 75% de l'emploi en France. Mais exactement. Si elles font faillite, il n'y aura plus d'emploi. Mais voilà. Nicolas le disait tout à l'heure. Et donc, il faut absolument qu'on arrête de vouloir faire tout le monde chose du 38 en France. Il faut arrêter, il faut moduler. Il y a des boîtes qui diront, OK, cet été, il y a moins de congés payés. Il y a des boîtes qui diront, je vous donne une prime si vous bossez cet été. Il y a des boîtes qui diront, non, ça va aller. Je veux dire, c'est incroyable de vouloir mettre tout le monde au même régime. C'est vrai, il faut laisser faire les boîtes. Il faut les laisser faire. Je suis bien d'accord. Sophie, nous, avec Mme von der Leyen, on sera confinés jusque pendant 2 ans, il paraît. pour les plus jusqu'à la fin de l'année. La présidente de la Commission européenne, puisque la santé, c'est pas une compétence européenne et que l'Europe a été absente, de quoi elle se mêle en donnant des recommandations sur le déconfinement des seniors? Mais de quoi se mêle-t-elle, cette dame? Mais oui, Madame Ursula von der Leyen, donc c'était dans le quotidien Bild hier. Non, absolument. C'était aux Allemands, elle parlait aux Allemands. Mais c'est vrai les Allemands, ils sont de la même manière dans l'Europe que nous jusqu'à présent. Il n'y a pas eu de German Frexit, enfin je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, de Ger Frexit. Donc je ne comprends pas, si vous voulez. Cette dame est... absente pendant pratiquement un mois, à part les 540 milliards d'euros de l'Eurogroupe mis sur la table. L'Europe est absente et quand elle ouvre la parole, une fois qu'elle a fini de se laver les mains sous le robinet pour nous montrer dans un clip comment il fallait faire, elle prend position sur la santé, sur le déconfinement, alors que ce n'est pas une compétence européenne mais nationale. Mais ça va pas du tout. Merci à tous les 4. Donc ce soir, 20h02, l'allocution du président de la République. Fera-t-il court? Fera-t-il long? Va-t-il annoncer des choses précises, d'une date pour la fin du confinement? On va regarder évidemment ce soir et puis on en reparlera avec vous demain. Merci à tous les 4 pour ce débat très animé aujourd'hui. Merci à vous. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous. Et nous, on se retrouve demain à 10h pour d'autres infos. Très bon lundi de Pâques à tous.